messieurs, nos invités, les panélistes, chers membres, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est avec un énorme plaisir qu'on vous accueille encore une fois dans nos éditions des grandes conférences de la Chambre de commerce britannique qui s'intitule aujourd'hui sous le thème de l'économie de la santé, défis et perspectives d'avenir pour le Maroc. Alors, la santé est précieuse. C'est pour ça que quand on aime, on ne compte pas. Seulement, la santé, elle a un prix. Mais elle n'a pas de prix parce qu'elle est très, très précieuse. Seulement, au niveau de l'économie de la santé, quand les dépenses commencent à devenir de plus en plus importantes, et c'est le cas aujourd'hui, pardon, on va attendre un peu que la salle se calme. Donc l'économie de santé, c'est un sujet qui a toujours été d'actualité et qui l'est encore plus aujourd'hui, vu pour toutes les raisons que nous allons débattre et que nous allons discuter dans un petit moment. Mais avant, permettez-moi, s'il vous plaît, de remercier chaleureusement Monsieur Hicham Nejmi, professeur Hicham Nejmi, secrétaire général du ministère de la Santé, marhaba bik, et merci d'avoir accepté notre invitation. Je tiens à remercier aussi nos panélistes, Monsieur professeur. Donc, professeur Chakib Njari, qui est le président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Monsieur, notre invité, en fait, est mon ex-collègue, monsieur Christophe Sauboin, qui est directeur de l'économie de la santé auprès de GlaxoSmithKline Global. Et bien sûr, docteur Naufal Melhouf, qui est en plein dans le sujet de l'économie de la santé. Donc, l'économie de la santé, c'est un sujet assez critique et c'est une formule qui est très difficile à résoudre, pas uniquement pour le Maroc, mais à l'échelon global, pour plusieurs raisons. Parce que les dépenses de la santé croît d'année en année pour plusieurs raisons. D'abord, la croissance démographique, en plus l'espérance de vie qui devient de plus en plus longue, l'évolution en termes de diagnostic et donc de besoins en termes de traitement. Et aussi, ce qui rend la formule encore plus complexe, c'est toute l'innovation et la transformation qu'on est en train de vivre avec la venue dans le futur du médicament électronique. Du digital. Là, dernièrement, on vient d'approuver, de voter la loi de la télémédecine. Donc, c'est encore une complication en plus. Et donc, cette formule-là, et comment le Maroc est préparé par rapport à tous ces défis, sachant que dernièrement, l'Organisation mondiale de la santé a établi un certain nombre de faits par rapport au Maroc et un certain nombre de défis. En l'occurrence, le fait que nous avons un souci en termes de ressources humaines, en termes d'accès au traitement, en termes d'assurance maladie. Et donc, avec notre secrétaire général et nos panélistes, nous allons débattre de tous ces sujets d'actualité. Mais bien avant de donner la main à mon coéquipier, en fait, Monsieur Landry Benoît, qui va modérer la session de ce soir, j'aimerais remercier nos partenaires et nos sponsors qui, grâce à eux, les grands débats et les conférences de la Chambre de commerce britannique qui adressent toujours des sujets très intéressants et d'actualité n'auraient pas pu avoir lieu. L'OCP Group, la BMCE Bank of Africa, Bombardier, les eaux minérales d'Oulmes, Cosumar, l'ASMEA, la RMA. Je les remercie pour leur confiance et pour leur soutien. Donc, Benoît, à toi la parole. Merci, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette dernière grande conférence débat de la Chambre britannique pour cette saison 2017-2018. Défi donc du financement de la santé, c'est la thématique que nous allons aborder ce soir. C'est une thématique, d'ailleurs la santé, hein, qui est chère à la Chambre britannique. On l'avait déjà abordé lors de la saison précédente en 2017. C'était en mai 2017 exactement, avec un grand nom de GSK et un Marocain d'ailleurs, Monsef Slaoui, qui était parmi nous. On va parler donc de ce secteur et du financement de la santé. 52 milliards de dirhams, c'est son poids aujourd'hui. Au moins, quasiment, 5,8, 6% de la santé au maximum. Il faudrait 12% selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pour avoir un système de la santé vraiment efficace, pertinent, qui réponde vraiment aux besoins de la population. Les Marocains, aujourd'hui, participent à hauteur de
50-60% du financement de ce secteur de la santé, directement avec 26 milliards de dirhams, plus 6 milliards de dirhams à travers les régimes de couverture médicale. L'essentiel de ce budget de la santé, aujourd'hui, il est directement concerné par la masse salariale, par le budget de la gestion. Alors, quelles sont les solutions ? Peut-on dessiner un nouveau système de financement de la santé, ou est-ce qu'on doit trouver des pistes, des nouvelles pistes de financement ? Quel rôle également de la pharmacoéconomie dans le financement de la santé pour être plus proche des besoins des patients, des citoyens, et puis de l'économie du système de la santé ? C'est ce que nous allons voir ce soir, car il y a des défis, effectivement, le vieillissement de la population. Il y a aussi des défis importants qu'on doit financer dans les prochaines années, la construction de nouveaux CHU, l'élargissement de la couverture médicale, bien entendu, et puis davantage de services pour les populations des zones enclavées, avec notamment par là la télémédecine qui va faire son entrée, son développement dans les prochains mois au Maroc. Alors, ce soir, on va aborder toutes ces questions autour de cette économie de la santé, avec tout d'abord notre invité Hicham Nejmi, qui nous fait le plaisir donc d'être parmi nous ce soir et que je remercie à nouveau. Bienvenue, vous êtes donc le secrétaire général du ministre de la Santé, un féru de l'innovation. Hein. C'est vrai que vous avez mis en place beaucoup de mécanismes au sein du CHU de Marrakech, la première banque de sang notamment, la première banque des os et de tissus en Afrique. Vous êtes un homme également du digital, puisque vous avez digitalisé les rendez-vous au sein du CHU de Marrakech. Et le digital, ça peut être une clé d'innovation dans le système de la santé au Maroc dans les prochaines années. On sait qu'il y a un plan santé qui vient d'être dévoilé, plan santé Maroc 2025, et on pourra l'aborder lors de cette conférence débat, quel peut être son rôle dans les prochains mois, dans les prochaines années. On va faire avec vous donc un état des lieux de l'économie de la santé, du financement du système de la santé, état des lieux et perspectives d'avenir. Ensuite, nous verrons avec Christophe Sebouin, que je remercie également d'être avec nous. Vous avez pris l'avion très récemment, vous venez de Belgique, de Bruxelles exactement. Désolé pour la Belgique, pour la Coupe du Monde. Mais je sais que nos frères belges, pour moi en tout cas, seront pour la France, je l'espère. Mais vous méritiez d'être en finale, franchement. Directeur économique de la santé au sein de Glasgow Smith Kline Global, de GSK. On va voir avec vous comment les pays émergents s'attaque aux défis de la santé, quel est le rôle de la pharmacoéconomie et justement quelles sont les pistes de la pharmacoéconomie qu'on peut exploiter ici au Maroc ou dans des pays similaires, dans des pays qui sont voisins en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne également. Nous donnerons la parole également à Naoufal El Mahlouf, le directeur général de l'ANAM, qui est avec nous également ce soir. Merci, bienvenue une nouvelle fois. L'ANAM, l'Agence nationale de l'assurance maladie, on fera avec vous le point sur le rôle de cette agence dans l'assurance, dans la couverture maladie, et quel peut être son avenir, son développement à l'avenir dans le système de la couverture médicale. Et puis, le professeur Chakib Nejari, qui nous fait le plaisir d'être également là ce soir avec nous. Bonsoir et bienvenue. Président de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. On parlera avec vous d'économie des produits de la santé, ce concept, cette discipline, et puis la formation qui est au cœur également d'un des défis du Maroc pour notamment répondre à cette question importante du défi du financement de la santé au Maroc. Mais tout de suite, la parole donc à notre premier invité, Hicham Nejmi, le secrétaire général du ministère de la Santé. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Et à mon tour de vous remercier, de remercier la Chambre britannique de nous avoir associés à cette réunion débat sur un sujet pertinent, d'actualité, qui est l'économie de la santé de manière générale et plus précisément le financement de ce système de santé marocain, avec bien sûr les réalités qu'on connaît tous, mais que je vais brièvement rappeler en donnant bien sûr quelques chiffres, mais en sollicitant surtout vos réactions, vos questions,
Et bien sûr, aussi, ça sera le cas pour les présentations de mes co-animateurs, je dirais, de cette table ronde, pour qu'on puisse éventuellement discuter. Bien sûr. J'avais oublié d'ailleurs qu'on aura bien sûr la séance des questions. Voilà, c'est ça. À la fin de la conférence, vous aurez la parole, bien évidemment. Voilà, donc on pourra certainement discuter quelques points et faire ensemble quelques propositions, parce qu'on voudrait que ça soit un échange d'idées beaucoup plus qu'autre chose. Hicham Dajmi, juste avant de commencer, parce que vous venez d'arriver, hein, ça fait 4 mois, 5 mois Presque 4 mois. Presque 4 mois. Oui. Presque 4 mois. Ouais. J'étais un mois d'avance. Je suis encore au premier trimestre. Comment ça s'appelle? Premier semestre, premier trimestre. Comment ça se passe? Ça va, phase embryonnaire. Ça va. Mais vous êtes arrivé au moment où on a lancé le plan Maroc Santé 2025. Oui, effectivement. Je dirais que j'ai eu la chance d'arriver à cette période parce que Monsieur le ministre avait exposé sa vision, avait mis en place les grands piliers de ce plan santé 2025, et puis il y avait le travail justement technique et scientifique derrière qu'il fallait accomplir, et on est dessus, et j'espère que ça va se concrétiser. Moi j'ai une petite question en préambule, c'est la seule question vraiment de journaliste à 100% que je vais vous poser ce soir. Enfin, je suis journaliste toujours, mais là c'est une question vraiment, peut-être qu'elle va être reprise à travers les médias. Je sais qu'il y a Média 24 qui nous suit fréquemment. C'est 2-0 pour la France. Dites-moi, là on commence à dessiner globalement le budget de la santé pour la loi de finances 2019. Est-ce qu'on doit s'attendre à un budget un petit peu plus supérieur par rapport à celui de l'année 2017-18 ? Du moins en tant que gestionnaire, je l'espère bien, et je pense que sincèrement ça sera la tendance. Mais pour un droit de réserve, ouais, je ne pourrais rien dire aujourd'hui parce que c'est encore en discussion. On va attendre la lettre de cadrage de Monsieur le chef de gouvernement qui arrive bientôt, et puis on va entamer les discussions avec nos amis du ministère des Finances. J'aurais tenté. On va voir avec vous donc quelques éléments sur le système de santé. Hein. C'est vrai qu'il y a un contexte général notamment qui doit être une fois de plus répété pour bien cadrer les choses. Voilà, donc vous anticipez sur la diapo suivante. C'est effectivement le contexte général que je vais rappeler très rapidement. Une nouvelle constitution de 2011, donc avec un article 31 qui insiste sur l'équité en termes d'accès aux soins. Et là, quand on dit équité, c'est équité par rapport aux individus, mais c'est aussi une équité territoriale. Et on aura certainement l'occasion de discuter par rapport à ça, surtout que le Maroc est à la veille. Enfin, il est déjà dedans, mais on espère qu'il y aura une accélération de ce processus de régionalisation, et que certainement le secteur de la santé, en termes d'investissement dans le secteur, sera concerné, du moins c'est une espérance. Deuxièmement, il y a la loi 6500 portant code de la couverture médicale de base. Jusqu'à aujourd'hui, bon, c'est grossier de 2/3, mais en fait on est à quelque chose comme presque 60% de population couverte entre l'AMO et le RAMED. Là aussi, je l'espère bien, on est dessus avec nos amis du ministère de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, avec un certain nombre d'ordres professionnels et d'autres professions, bien sûr. On est en phase de segmentation des catégories qui vont bénéficier d'assurance maladie pour les indépendants, et sans trop là aussi rentrer dans les détails. Ça a été annoncé bien avant au niveau gouvernemental par monsieur le directeur de la CNSS. On espère une opérationnalisation vers fin 2018. Et donc on va tendre vers cet engagement qui a été, celui du gouvernement précédent et de l'actuel, mais qui aussi fait suite à des orientations royale dans ce sens pour atteindre une couverture médicale de base étendue à toute la population et aspirer à une couverture sanitaire universelle à l'horizon 2021. On fixe un objectif de 90% de Marocains assurés. 90%, ça c'est un objectif qu'on s'est fixé. Maintenant, encore une fois, on espère être au rendez-vous. Après, il y a la loi 3409 relative à la carte sanitaire. Et là, j'ouvre une toute petite parenthèse, que c'est une loi qui, à mon sens, reste à améliorer, parce qu'elle est obligatoire pour le secteur public
et on travaille en concertation avec les autorités locales et les élus, mais elle est plutôt incitative pour le privé. Et je pense que si on veut aller vers cette équité régionale, il faudra penser à impliquer un peu plus le secteur libéral dans l'approche par rapport à l'incitation à l'installation dans certaines régions dans le cadre de cette carte sanitaire. Le message est passé. Il y a le nouveau cadre de la réforme de la gouvernance de la protection sociale. Ça, je passe parce que je viens d'en parler. Le plan santé de 2025, mais je pense que je vais m'arrêter à ce que je disais tout à l'heure parce qu'on attend encore une fois que le livrable soit prêt, enfin le livrable, la version définitive soit prête pour qu'il soit dévoilé par monsieur le ministre et qu'on puisse passer à la mise en œuvre de ce plan santé 2025, là aussi vers fin 2018. Et puis bien sûr, il y a tous les engagements internationaux du Maroc et je rappelle qu'on est engagé sur les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, bien sûr avec un certain nombre d'indicateurs que je ne vais pas rappeler, mais par contre je vais rappeler quelques chiffres clés relatifs à notre pays. Une espérance de vie qui s'est nettement améliorée parce qu'on est en moyenne à 75 ans, un peu plus pour les dames, 77 ans, contre 49 ans en 67. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une mortalité maternelle, certes en deçà de ce qu'on voudrait, mais on est quand même à 72 pour 100 000 naissances vivantes. Sachant qu'il y a quelques années, on était à presque 226 pour 100 000 naissances vivantes, c'était vers 2007-2008. Donc c'est une évolution assez considérable. Mortalité de moins de 5 ans, 22 pour 1000 naissances vivantes, mais je pense qu'il y a encore des efforts à faire par rapport à cette mortalité néonatale et infantile et infanto-juvénile de manière générale. 2865 établissements de soins de santé primaires, 158 établissements hospitaliers publics avec une capacité de 23 000 lits, 358 cliniques privées, 9 800 lits, une offre considérable, 9 475 cabinets privés de consultation, presque 9 000 officines, densité médicale et paramédicale 1,5 pour 1000. Là, je ne reviens pas sur les chiffres de l'OMS parce que je pense que tout le monde là aussi connaît le déficit qu'on a en ressources humaines, une dépense de santé de 5,8% du PIB et une couverture médicale donc de 163%. Très rapidement, le système de santé public est articulé autour de 4 réseaux avec cette notion encore une fois de territorialité, de régionalisation, un réseau de soins d'urgence médicale, un réseau d'établissements médico-sociaux qu'on est en train de mettre en place, et puis bien sûr le réseau hospitalier et de soins ambulatoires qui tous les deux sont articulés autour des établissements de soins de santé primaires, les hôpitaux de proximité, provinciaux, régionaux et CHU. Un système de santé, selon l'OMS, doit être bien sûr réactif avec un niveau de santé satisfaisant pour la population de manière générale et une équité, et bien sûr avec un certain nombre de fonctions qui sont assurées par la tutelle, dont bien sûr trouver les sources de financement à ce système de santé. Et selon l'OMS toujours, le financement de la santé a pour objet de dégager les fonds suffisants et à mettre en place les incitations financières appropriées pour que toutes les personnes aient accès à la prévention et aux soins nécessaires. Et ça se comprend très bien, c'est évident, ce n'est pas que le budget du ministère de la Santé. Quand on parle de financement, voilà. Donc ça se comprend, ce n'est pas que le budget alloué à un ministère. Donc ça, c'est bien au-delà. Quelles sont les principales sources de financement de la santé au Maroc? Bien, il y a le financement public, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est le budget général de l'État, c'est la contribution des collectivités territoriales, les paiements directs des ménages, le out of pocket qui reste assez élevé, on va donner le chiffre tout à l'heure, la couverture médicale, l'ANAM, M. Naufel Melhouf va en parler certainement, la participation, la contribution des employeurs, et bien sûr la coopération internationale. Et là, j'ouvre la parenthèse, ça reste, parce qu'on parle beaucoup de coopération internationale, c'est aux alentours de 1%. Voilà, ça ne dépasse pas les 1%. Hein, pour dire que la majorité des financements sont des financements, à bon entendeur,
Quel est le niveau de financement de la santé au Maroc? La dépense totale de santé a atteint 52 milliards de dirhams en 2013, 1578 dirhams par habitant, donc à peu près 188 dollars US au taux de change courant en 2013. Financement insuffisant, ça revient toujours, mais là je pense que ça serait intéressant de revenir sur ce point pendant la discussion. 5,8% du PIB pour une moyenne ou une valeur estimée correcte entre 10 et 12% selon l'OMS. Ça reste une comparaison avec des pays similaires, mais je pense qu'au-delà du pourcentage par rapport au PIB ou par rapport au budget général de l'État, il y a matière aussi à parler ou à discuter de l'efficience ou de l'efficacité de l'exécution de nos budgets, et que certainement il y a un certain nombre d'actions qu'on pourrait améliorer sans pour autant avoir recours à des financements supplémentaires, et c'est des choses qu'on pourrait éventuellement soulever. Et puis la part des dépenses allouées à la consommation médicale représente 88% de la dépense totale de santé, soit l'équivalent de 1394 dirhams par habitant. Et là, on va revenir sur cette notion de pharmacoéconomie dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, ces diagrammes, juste pour dire qu'il y a une dépense totale en santé qui est en nette augmentation, mais aussi une dépense de santé par habitant en augmentation, mais qui reste en deçà des moyennes internationales. Mais c'est en nette augmentation parce que c'est une augmentation annuelle de presque 8% pour ces deux indicateurs. Quels sont les principaux financeurs? C'est le ministère de la Santé, donc c'est le budget général de l'État, 20%. L'assurance maladie, 22,4%. Et la contribution des ménages, 50,7%. Et bien sûr, une généralisation d'une couverture médicale de base a pour objectif justement de réduire au maximum cette contribution des ménages, ce out of pocket. Mais là aussi, il faut être... S'il vous plaît, juste une question. Oui. 50,7%, c'est le chiffre de quelle année? Vous savez non, c'est les chiffres sur la 2013. santé, oui, 2013. Et on vient de faire une enquête tout récemment, on est pratiquement dans les mêmes proportions. C'est une enquête qu'on a fait sur 2011-2017. Juste pour dire qu'on se fixe, qu'on parle d'objectifs à atteindre par rapport à ce reste à charge, ce financement par les ménages, qui est aujourd'hui aux alentours de 50%, qu'on devrait réduire. C'est un objectif, c'est un chiffre que j'ai vu sur pas mal de présentations, atteindre 20%. Je pense que là aussi, il faut être réaliste. Il y a une tendance baissière. Il faudra qu'on puisse encourager au maximum d'autres sources de financement par la couverture médicale de base, mais gardez en tête que les besoins en santé augmentent, le recours à un élargissement de couverture médicale avec une offre de soins qui ne suit pas forcément, fait en sorte qu'on aura certainement un reste à charge qui restera élevé sur les quelques années à venir, mais il y a des efforts à faire pour l'amélioration. Concernant le financement collectif et solidaire, donc là je disais, la couverture médicale, donc c'est 22%, donc je passe sur ça. Qui bénéficie de ce financement? Les médicaments s'accaparent pratiquement 26% de la dépense totale de santé. Et là, il y a aussi certainement des efforts à faire par rapport au taux d'intégration des médicaments génériques. Je le dis d'emblée, après on pourra toujours discuter. Et puis les cliniques et cabinets privés qui bénéficient de 37% des financements. Et certainement, il y a beaucoup de choses à faire pour améliorer justement le partenariat entre les deux secteurs. Le ministère de la Santé contribue de 20% au financement de la santé de manière générale. Ce budget représente, comme j'ai dit tout à l'heure, 50,6% du budget général de l'État, loin du niveau recommandé. Et puis la masse salariale, c'est 54% du budget du ministère de la Santé, hors CHU. Et là aussi, je pense qu'il y a matière à réfléchir. Le financement par la couverture médicale, c'est juste un rappel, mais je pense qu'il y a l'assurance maladie
obligatoire avec les deux régimes. On verra sans doute tout à Knops, l'heure. voilà, c'est ça. Et puis le RAMED. Et puis, c'est les bénéficiaires, c'est le financement par les cotisations patronales et salariales, et puis c'est la contribution des organismes gestionnaires avec une régulation par l'Agence nationale d'assurance maladie, par l'ANAM. L'État, donc par rapport au RAMED, et ça j'insiste, l'État contribue de 75%, c'est énorme. Les collectivités locales sont censées contribuer à 6%, mais c'est des contributions qui ne sont pas toujours honorées, ou bien honorées tardivement, donc il faut le rappeler. Et il y a certainement des pistes d'amélioration avec, là aussi, nos amis des collectivités locales sous la tutelle donc, du ministère de l'Intérieur. Et puis les personnes en situation de vulnérabilité, estimées à 19%, et qui contribuent à hauteur de 120 dirhams par personne et plafonné à 600 dirhams par foyer. Quant à l'assurance maladie, elle contribue donc de 22,4% au financement du système de santé, c'est encore une fois les chiffres de 2013, et le secteur privé profite de plus de 2 tiers, donc 68,3% des paiements des prestataires de soins, dans le cadre du tiers payant. Les hôpitaux publics ne bénéficient que de 10%, et je dirais que c'est des chiffres à améliorer, mais on n'est pas dans une logique, vous l'avez bien compris, concurrentielle. On est complémentaire entre les deux systèmes et il y a un effort à faire par rapport à ça. Et puis, 35% qui vont aux médicaments.